8h33 sur RMC et BFM TV. Bonjour Christian Estrosi. Bonjour. Merci de venir répondre à mes questions à ce micro ce matin. On va évidemment revenir sur la campagne. On peut dire que vous êtes déployé sur le terrain pour aller soutenir les candidats La République En Marche et non plus LR, votre famille d'origine. Mais je voudrais qu'on commence évidemment avec ce débat à nouveau, à quelques jours du premier tour de la présidentielle. Une forme de clivage autour de la législative évidemment, autour de la question de la police. Refus d'obtempérer samedi soir dans les rues de Paris. Un véhicule qui a refusé de s'arrêter. Des policiers qui se sont sentis menacés, disent-ils, et qui ont ouvert le feu. La passagère est morte, le conducteur est blessé. Peine de mort pour un refus d'obtempérer. La police tue. Voilà ce que dit Jean-Luc Mélenchon. La police tue. Ces propos de M. Mélenchon sont inqualifiables. Il faut aujourd'hui, dans la vie politique, des personnages qui s'expriment de cette manière à l'égard de la police, les mettre hors d'état de nuire. Mettre Jean-Luc Mélenchon hors d'état de nuire ? Oui, parce que s'attaquer à la police, c'est nuire à la République. C'est nuire à la démocratie. C'est nuire à des hommes et des femmes qui se sont engagés d'un choix de vie, de métier, comme vous avez fait votre choix de métier, pour apporter dans un grand service public, police, gendarmerie, police municipale, forces de sécurité intérieure, la protection dans un monde dangereux où les trafics, les incivilités, les menaces de tous ordres pèsent sur une grande partie de nos concitoyens. Dans cette affaire, il y a une victime. Dans cette affaire, techniquement, la police a tué. Il y a une victime. C'est tragique. Aujourd'hui, la justice est en train d'instruire pour savoir si la victime est victime d'un geste professionnel malheureux ou d'une infraction commise par un délinquant. La réalité, elle est là. Et c'est à la justice de le dire, ni à vous, ni à moi. Donc, naturellement, sur ce point particulier, je ne porterai pas de jugement ce matin. Mais tout de même, Christian Estrosi, vous allez très loin sur les propos de Jean-Luc Mélenchon. D'extrême gauche, aujourd'hui, qui souhaiterait au fond qu'il y ait le désordre total dans notre pays, qualifie ainsi la police, traite un syndicat, Alliance, à la fois de factieux. Premier syndicat des policiers aujourd'hui. Le premier syndicat de policiers, un syndicat de policiers qui a terriblement contribué à faire évoluer aussi les règles, les moyens en faveur de la police et de la sécurité de nos concitoyens, de factieux, de sectes. Mais vous imaginez, c'est-à-dire que ce personnage politique, alors que lorsque les représentants d'Alliance s'expriment, ce sont des élus. Ce sont des élus de policiers. Un syndicat est là pour défendre une profession. Mais c'est-à-dire qu'il pourrait dire la même chose du syndicat CGT, il pourrait dire la même chose de Force ouvrière, il pourrait dire la même chose de la CFDT, il pourrait dire la même chose de syndicats de l'éducation nationale. Ce sont des élus, c'est la démocratie. Sauf que Christian Estrosi, malgré tout, vous allez très loin en disant il faut mettre hors d'état de nuire Jean-Luc Mélenchon. Factuellement, il dit la police tue, de fait la police a tué. Je suis un défenseur de la police. Même quand elle tue ? Je suis un défenseur de la police. Et quand, dans la police, qui comporte des dizaines de milliers de grands serviteurs de l'État, il y a un geste professionnel qui n'est pas conforme à ce qu'on peut attendre. Présomption d'innocence pour vous, en quelque sorte, mais poussé très loin, je veux dire, sur la logique de toute la police. Il n'y a pas une présomption d'innocence. Évidemment, puisqu'il y a en l'occurrence une enquête qui est menée. Mais il y a des faits. Les faits, c'est quand même que la passagère a été tuée. Je vous ai dit, on ne jugera pas ce matin chez vous. Voilà. La justice, elle se fait au tribunal. Donc, une présomption d'innocence. Est-ce que pour vous, il y a un problème quand même Est-ce que pour vous, il y a quand même un problème à partir du moment où il y a la passagère qui a été tuée, le conducteur qui a été grièvement blessé? Il y a un problème quand j'entendais sur une chaîne concurrente de la vôtre ce matin, pendant près de 5 minutes, interviewer un des passagers de la voiture pendant que les policiers, eux, sont en garde à vue. Donc, mon problème, c'est qu'aujourd'hui, c'est à la justice de se prononcer. Mais on ne doit pas donner la parole aux passagers ? Et à
elle seule. Et ensuite, ce sera naturellement aux avocats d'assurer la défense des uns et des autres. Vous imaginez bien, et vous le dites, que c'est aussi politique, c'est-à-dire les propos de Jean-Luc Mélenchon, ils ne sont qu'à quelques jours du premier tour, alors qu'on est dans presque un face-à-face entre Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon. Quand on a la prétention d'être un homme d'État, de représenter et d'exercer les plus hautes responsabilités dans un pays comme le nôtre, qu'il y ait une échéance ou pas, la politique a des limites. Et on doit avoir un comportement suffisamment digne à l'égard d'hommes et de femmes. On est censé représenter si on exerce des responsabilités publiques et surtout de défendre quand on a des responsabilités publiques. Naturellement, il faut toujours sanctionner ceux qui commettent des fautes, mais on ne traite pas la police de France, la police nationale, comme ce personnage d'extrême gauche a osé traiter l'ensemble des policiers de France et le plus grand syndicat national de policiers. On va revenir, Christian Estrosi, sur l'aspect politique, mais si on reste sur le contexte aujourd'hui dans lequel aussi cette affaire intervient, ces actes de samedi soir. Il y a eu le Stade de France il y a une semaine, avec quand même au minimum des doutes sur l'usage du gaz lacrymogène par les policiers. Le ministre de l'Intérieur a fini par s'en excuser lui-même. Il y a eu samedi soir également à Paris l'usage de gaz lacrymogène simplement pour disperser une foule de gens qui n'avaient pas eu leur train et pour qui il n'y avait pas de bus en nombre suffisant et qui se retrouvaient tous agglutinés sur le trottoir. Pour les disperser, la police utilise le gaz lacrymogène. Est-ce qu'il n'y a pas quand même un problème dans l'usage de la force ? C'est toujours difficile de diriger des mouvements de foule. La première chose à laquelle il faut veiller, c'est qu'il n'y ait ni blessés ni morts. C'est l'essentiel. Et la police, elle est là, naturellement, pour trouver le mode opérationnel qui est le plus adapté. Donc, je ne connais pas le fond, les conditions, etc. Je dis simplement que chaque fois qu'il y a un mouvement de foule, quelle que soit la manière dont la police s'est structurée, si à la sortie, il n'y a pas de blessés, il n'y a pas de morts. Oui, mais à force de dire ça, Christian Estrosi, ça a été un petit peu la défense quand même au moment du Stade de France, à force de dire oui, mais regardez, il n'y a pas eu de mort, donc comme si tout le reste était permis. On ne va pas refaire le match il y a encore beaucoup à dire, à mon avis. Mais... Oui, il y aura beaucoup à dire, mais là aussi, il y a une enquête qui est en cours sur le pourquoi on a accordé des billets en papier à l'équipe de Liverpool et pas aux Espagnols, qui a fait défaut, pourquoi il y a une telle faiblesse au Stade de France lui-même sur sa gestion qui dépend des autorités sportives et pas de l'autorité de l'État, sur les tourniquets, sur les barrières, vous savez, moi-même, j'ai accompagné l'équipe de Nice pour la finale de la Coupe de France entre Nantes et Nice. J'ai été un peu surpris et perdu quelquefois sur les conditions d'accès au Stade de France. Oui, vous trouvez qu'il y avait des dysfonctionnements déjà. Et donc, si c'était pas facile pour moi, c'est sans doute encore plus difficile pour la plupart du public. Il y a un problème structurel pour vous au Stade de France. C'est très difficile pour la gestion par la police. Donc, c'est pour ça que je ne jetterai la pierre à personne sur ce sujet. Voilà. Aujourd'hui, le problème, effectivement, est de déterminer autrement, par des voies législatives sans doute, comment et jusqu'où la police peut agir sous l'autorité d'un préfet, d'un ministre de l'Intérieur face à telle ou telle situation. Christian Estrosi, l'hôpital, il y a cette manifestation aujourd'hui de nombreux soignants qui depuis des semaines alertent. Est-ce qu'à Nice d'ailleurs ça tient ? À Nice, nous avons des difficultés comme de partout, mais là aussi, je suis président du conseil de surveillance du CHU. Alors, sachez que les maires le sont de droit et n'ont aucune autorité puisque c'est le directeur général qui a l'autorité, à part présider des conseils de surveillance où s'exprime à la fois le président du comité médical d'établissement, c'est-à-dire un médecin choisi par ses pairs et les représentants du personnel. Malheureusement, et c'est bien ce que je réclame en termes de réforme, qu'on donne plus de pouvoir aux élus locaux pour Mais si vous aviez avoir plus une de gestion pouvoir, médicale. vous feriez quoi ? Je l'ai utilisé, même en dehors d'un certain nombre de règles, j'en conviens. Pendant la crise du Covid, vous savez, j'ai moi-même mutualisé
parce que on était dans une telle situation dans notre pays où chacun devait agir, l'État, les collectivités, comme elles pouvaient pour répondre au mieux à la saturation des services de santé, les établissements privés, les urgentistes, la médecine de ville, les dentistes, mais aujourd'hui, etc. Mais aujourd'hui, ça craque. C'est-à-dire qu'on a quand même l'impression qu'effectivement, dans la situation Regardez du Covid, sur les urgences, par exemple. Les bras. Aujourd'hui, ils n'en peuvent plus. Sur les urgences. Sur les urgences. Mon établissement public, l'hôpital, le centre hospitalier universitaire de Nice, il y a encore 6 ans, 7 ans, était à peu près à 600 000 urgences par jour. Nous avons passé les 1 million d'urgences par jour. Il n'y a pas plus. Donc le problème, c'est pas le manque de soignants, c'est l'excès de patients. Il y a un manque de soignants par rapport au fait que la médecine soit totalement bousculée dans notre pays parce qu'il y a moins de généralistes. Vous savez, il y avait la désertification rurale médicale, puis dans les petites villes, les villes moyennes, et aujourd'hui on commence à le voir dans les quartiers des grandes villes. Ça veut dire que des initiatives doivent être prises pour essayer d'y pallier. Je prends l'initiative aujourd'hui de bâtir des maisons de santé dans les quartiers qui servent justement de tampon avec l'hôpital public. Et vous mettez qui dans les maisons de santé ? La médecine de ville. J'y mets des généralistes qui n'arrivent plus, parce qu'ils ont trop de charges, à faire face à la tenue de leur propre cabinet, à avoir une secrétaire, etc. Nous allons y mettre des généralistes, des kinés, des dentistes, des infirmiers et des infirmières, etc., etc. Et ça va détendre les tensions qu'il y a. Est-ce qu'il n'y a pas aussi une question de sous quand même ? C'est-à-dire que quand vous êtes à peine payé pour passer la nuit, de même, à gérer pour tous ces infirmiers, ces infirmières, pour les médecins de garde, est-ce qu'il n'y a quand même pas à un moment un problème de sous ? Il y a des problèmes de sous à tous les niveaux. On ne peut pas passer son temps à augmenter la fiscalité. Le Ségur a accordé, je crois, en début de carrière pour les infirmiers 280 € de plus et en fin de carrière 550. Sans doute faut-il aller plus loin parce que d'abord il y a un problème de pouvoir d'achat, de respect d'une fonction. Voilà, le corps médical s'est comporté de manière extraordinaire pendant toute cette période du Covid. Je pense que la France, qui est reconnue par le monde entier comme le pays qui a le mieux fait face à la lutte contre la pandémie aujourd'hui. Vous trouvez que le monde entier reconnaît que la France a le mieux fait face du monde entier ? Oui, à la fois sur la gestion de sa politique de santé et sur en même temps la période de crise économique que nous aurions pu avoir consécutive à la crise sanitaire. Aujourd'hui, regardez, on a 500 000 chômeurs de moins, etc. C'est-à-dire que parallèlement, crise sanitaire d'un côté, risque de crise économique de l'autre, nous sommes reconnus comme ayant plutôt bien géré les choses. Mais nous avons un manque de personnel, il y a un manque de reconnaissance des personnels. Aujourd'hui, nous avons près d'1,5 milliard d'euros de plus qui sont engagés par le Ségur de la Santé. C'est une somme conséquente au moment où les Français... Mais vous le disiez, visiblement, il doit y avoir quelque chose qui manque à un endroit ou à un autre, puisque effectivement, il y a ce nombre de démissions, de découragement, de burn-out, et puis de postes non pourvus. C'est pas uniquement une question... On les propose, ces postes, mais il n'y a personne qui veut venir le faire. Vous savez, la grande difficulté, j'y reviens maintenant, si vous voulez qu'on revienne toujours sur le même sujet. C'est la question du pouvoir d'achat, c'est aussi la question des sous. Enfin, j'imagine que... C'est qu'en matière de santé, il est important aujourd'hui de faire en sorte que ce soit pas d'un côté l'hôpital public, de l'autre côté la clinique privée, de l'autre côté les urgentistes. Il faut que chacun travaille ensemble. De l'autre côté les généralistes, etc. Il faut que tout le monde travaille ensemble. Voilà pourquoi moi je propose qu'on supprime les ARS, qui sont des espèces de préfets de la santé dans les régions qui n'ont d'ailleurs pas suffisamment de moyens pour mutualiser tout ça, et qu'on confie plutôt aux exécutifs territoriaux en matière de décentralisation, puissent davantage décider de l'organisation des soins. Un grand conseil local de santé publique qui permettent de bien répartir les tâches, et puis en relation avec le gouvernement,
Bon, moi, je me réjouis que sur mon hôpital public, on vienne de m'accorder les crédits pour construire une deuxième tranche de mon hôpital public sur la cardiologie, sur l'orthopédie, dans le domaine de la cancérologie. Bon, visiblement, vous êtes bien doté, tant mieux pour vous. Non, mais on le voit bien, c'est pas le cas partout. Oui, quoi. mais je fais des efforts aussi, c'est-à-dire que la Vous allez chercher les collectivité sous. ne dit pas tout doit venir de l'État. L'État a pris des dispositions importantes, il y en a d'autres à prendre et le programme santé des législatives proposé par le président de la République me semble aller dans cette direction. Puis les établissements publics, je trouve qu'il y a une petite anomalie aussi à ce que leur direction soit totalement confiée aujourd'hui à un haut fonctionnaire de l'administration, et non pas un partage de responsabilité entre un haut fonctionnaire de l'administration qui ne fait que de l'administratif et de la gestion de la finance, et de l'autre côté, quelqu'un issu du corps médical. Je souhaite une co-gestion des établissements publics entre corps médical et responsable de l'administration. Un mot sur le pouvoir d'achat. Le chèque alimentaire qui avait été évoqué pendant la campagne est en train d'être sans doute abandonné, trop compliqué, dit-on. Est-ce que ce n'était pas quand même une des meilleures réponses dans l'urgence aux difficultés qu'ont les Français à faire leurs courses? Moi, je pense qu'il vaut mieux aujourd'hui accorder aux Français une véritable indexation à la fois sur leurs revenus et sur leurs pensions pour les retraités qui, pour les plus modestes d'entre eux, ont vraiment des difficultés de fin de mois, sur l'inflation. C'est ce que le gouvernement prévoit pour le 1er janvier prochain. Je trouve que c'est une bonne chose. Mais naturellement, j'y mets aussi une condition, car vous savez qu'en augmentant votre salaire, en l'indexant sur l'inflation, vous risquez aussi de vous faire passer, ça risque aussi de vous faire passer dans une tranche supérieure de l'impôt les effets de seuil. sur le revenu. C'est l'effet de seuil. Donc il ne faut pas naturellement leur faire subir une double peine. Voilà pourquoi je souhaite que le barème évolue en même temps en ce qui concerne l'impôt qu'en ce qui concerne l'indexation. De même que pour les entreprises, parce qu'il faut penser aussi que l'entreprise est là pour créer de l'emploi, pour nourrir des salaires et non pas pour fermer ses portes. Qu'est-ce qu'il faut faire pour l'entreprise ? Avec la baisse du chômage, avec le plan de relance 750 milliards d'euros soutenu par l'Union européenne pour 25%, nous voyons qu'il y a une reprise économique extraordinaire et qui peut être stoppée demain parce que nous avons cette reprise de l'inflation, parce que nous avons un manque de ressources en matière, avec les matières premières et une augmentation du coût des matières premières. Et qu'est-ce qu'on fait alors ? Les entreprises ont été très accompagnées, le reconnaissent, par le PGE, et on rentre dans la phase où il va falloir le rembourser. Les prêts garantis par l'État. Donc, moi, je pense que par rapport à l'augmentation notamment des matières premières qui risquent sur certaines activités de mettre en grande difficulté certaines entreprises, il faudrait proposer que le plan de remboursement des PGE passe de 5 ans à 6 ans, 6 ans et demi, 7 ans. Rallongé. Pour s'assurer qu'il n'y ait pas de dépôt de bilan et qu'il y ait des conséquences sur une reprise du chômage. Vous demandez à ce qu'on rallonge donc le temps de remboursement de ces PGE. Christian Estrosi, pourquoi vous n'êtes pas ministre ? Tout simplement parce que devant vous, je n'ai cessé pendant des années de dire que je m'étais engagé auprès de ceux qui m'ont confié d'être maire, de rester maire et de continuer à me consacrer à mes concitoyens. Ça veut dire qu'on vous l'a proposé et vous l'avez refusé ? Mais je ne rentrerai pas dans des sujets non, mais qui c'est font ce que vous laissez entendre. La vous dites, relation, c'est parce que je suis maire. Vous auriez pu, vous ne le... La relation que j'ai avec le président de la République, qui est de très grande qualité, fait qu'aujourd'hui, être le maire d'une grande ville, je pourrais l'être d'une plus petite, regardez les choix qui ont été faits par un immense nombre de maires de France qui étaient aussi parlementaires, comme je l'ai été pendant près de 20 ans, de privilégier mais vous auriez aimé leur commune vous aimeriez à un mandat parlementaire. Je ne suis pas candidat aux législatives. Si je voulais m'engager à fond dans une grande campagne nationale, je serais candidat aux législatives. J'ai décidé de me consacrer à mes concitoyens. Mais est-ce que ça veut dire que si on vous le propose c'est demain, un rôle politique. Mais je dirais non, mais on ne me le proposera pas. Pourquoi ? Le président est suffisamment raisonnable pour savoir et avoir entendu que j'ai toujours dit, comme vous l'avez sans doute entendu, même si vous avez envie pour la 243e fois de me poser la question, que je voulais rester maire. Non, mais surtout que là, vous êtes quand même pleinement, clairement engagé si vous voulez à me ses poser, côtés, on l'entend encore dans cette interview. Mais alors, vous ne croyez pas que, justement...
ce qu'il propose comme le Conseil de la refondation où des élus locaux auront leur place, c'est pas plus important. Vous plaidez pour l'importance des élus locaux. Aussi important d'avoir une majorité parlementaire d'un côté et une majorité d'élus locaux qui discutent avec l'État, avec le gouvernement, qui portent des propositions en matière de décentralisation. C'est aussi utile à notre pays, dont je me soucie, à l'avenir de notre pays dont je me soucie, de pouvoir le faire au nom d'une grande ville de France, d'une grande métropole, d'une grande région avec Renaud Muselier, avec lequel nous faisons équipe dans ma région. Dont vous êtes vous-même président. Je pense que c'est délégué. aussi utile que d'être ministre ou de siéger au Parlement. C'est même peut-être plus utile. J'en suis même convaincu. Chacun son rôle donc. Merci Christian Estrosi, maire de Nice, je le disais, président délégué de la région Sud. Vous demandez à rallonger la durée de remboursement des PGE. Je poserai la question demain au ministre de l'économie Bruno Le Maire qui sera à ce même micro. Merci à vous, il est 8h53 sur RMC.